Bienvenue au cours de droit administratif haïtien sur votre chaîne Thémis Culture. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la conventionnalité des actes administratifs. La conventionnalité des actes administratifs. Dans le mot conventionnalité, il y a convention. Convention a pour synonyme traité. Donc, quand on parle de la conventionnalité des actes administratifs, cela a rapport à l'applicabilité des traités en lien avec les actes administratifs. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'un traité ou convention? Selon la Convention de Vienne du 29 mars 1969 sur le droit des traités, un traité, quelle que soit sa dénomination particulière, est un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international. Donc, pour parler de traité, le traité c'est d'abord un accord conclu entre États. C'est l'État souverain qui peut conclure des traités. Tel n'est pas le cas d'un État fédéré. Par exemple, l'État de la Caroline du Nord ne peut pas conclure des traités parce que c'est un État fédéré. Tel n'est pas le cas non plus d'une collectivité territoriale. Par exemple, la commune de Jacmel ne peut pas conclure des traités parce qu'on parle du traité quand il s'agit d'un accord conclu entre États. Sinon, ce n'est pas un traité. Cet accord conclu entre États est régi par le droit international, ce qui présuppose qu'on pourrait avoir des accords conclus entre États qui ne seraient pas régis par le droit international. En théorie, c'est tout à fait possible. Surtout ces derniers temps où le droit international est fragilisé, c'est tout à fait possible que Haïti et la République dominicaine pourraient, en théorie, conclure un accord et les deux États, de commun accord, décident que cet accord-là sera régi, par exemple, par le droit américain. À ce moment-là, un tel accord, au sens de la Convention de Vienne sur les droits des traités, n'est pas un traité. Donc, pour parler de traité, non seulement l'accord doit être signé entre États, mais il doit être régi par le droit international. Et c'est un accord international écrit. Quand on dit écrit, l'accord peut être consigné dans un instrument unique ou dans plusieurs instruments. C'est tout, ça reste quand même un accord écrit. À ce moment-là, on peut rassembler l'ensemble des instruments pour pouvoir découvrir les termes de l'accord. Mais il y a le cas aussi à l'international des accords non écrits. Généralement, comment ça se passe? Dans le cadre de négociations entre États, deux chefs d'État peuvent se rencontrer pour négocier et à la fin de la négociation, ils décident de donner un point de presse, par exemple. Et dans le point de presse, les deux d'un commun accord font pratiquement la même déclaration où ils se mettent d'accord sur un point. Alors là, on a manifestement affaire à un accord non écrit. Mais cet accord non écrit, aussi valide soit-il, n'est pas un traité. Pour parler de traité, il faut que l'accord soit écrit. Donc, le traité, c'est un accord international écrit. Et c'est seul un accord international écrit, c'est-à-dire un traité, qui peut être soulevé devant une juridiction nationale. On ne peut pas dire qu'on va soulever un accord non écrit devant le tribunal civil et de Port-au-Prince, par exemple, devant la Cour, ni devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, selon le cas. Ça ne marchera pas parce que l'accord n'est pas écrit, donc c'est seulement un accord écrit, c'est-à-dire un traité
qui peut être soulevé devant une juridiction nationale, haïtienne ou autre. Et, et c'est justement le traité qui est source de l'égalité de l'action administrative, au même titre que la loi, au même titre que la Constitution. Le traité aussi est source de l'égalité de l'action administrative. L'administration est tenue de respecter la loi, la Constitution, mais aussi les traités et conventions conclus par Haïti. Mais dans certaines conditions. Première condition, le traité doit être en vigueur et le traité doit aussi comporter des droits subjectifs applicables aux personnes physiques ou morales. Ce qui nous amène à parler d'abord de l'applicabilité d'un traité, dans quelles conditions un traité est applicable, et ensuite on mettra l'emphase en particulier sur un traité. Il s'agit de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui peut être opposable à l'administration haïtienne parce que ce traité comporte des droits fondamentaux. L'applicabilité d'un traité, dans quelles conditions un traité est applicable? Avant de statuer sur la conventionnalité d'un acte administratif, c'est-à-dire avant de regarder si l'acte administratif respecte les traités signés par Haïti, c'est ce qu'on appelle la conventionnalité d'un acte administratif, le juge doit d'abord vérifier si le traité invoqué au tribunal est déjà entré en vigueur. Sur le bon sens et logique. Il doit aussi s'assurer que les autres États appliquent ce traité au nom du principe de réciprocité. Quelles sont les étapes avant l'entrée en vigueur d'un traité? Le traité rentre en vigueur suivant les modalités et à la date fixée par cette disposition, après avoir franchi trois étapes principales. Il y a l'adoption du traité, première étape. Deuxième étape, l'authentification du traité. Et enfin, la ratification du traité. Le traité est adopté très souvent dans le cadre de l'Assemblée générale d'une organisation. Donc, l'organisation qui a pris l'initiative de proposer un texte, eh bien, c'est dans le cadre de l'Assemblée générale de cette organisation, très souvent l'ONU par exemple, l'Assemblée générale de l'ONU peut adopter un traité. Et ça se fait par vote à la majorité. Une fois que la majorité des États présents ont voté, le traité est adopté. Mais attention, c'est pas fini. Après l'adoption du traité, il faut passer à l'authentification du traité. L'authentification se fait par signature, par paraphe ou tout autre moyen convenu dans le texte du traité. Maintenant, avec le développement des nouvelles technologies, donc, il est tout à fait possible, pourquoi pas, d'authentifier un traité par voie électronique, si c'est convenu dans le texte du traité, bien entendu. Et après l'authentification, il y a la ratification. Comment se fait la ratification? Eh bien, les États déposent ce qu'on appelle les instruments, c'est-à-dire des papiers, des documents, donc les instruments de ratification auprès du dépositaire du traité. Si c'est l'OEA qui était porteuse du traité, eh bien, on va déposer l'instrument de ratification, c'est-à-dire le document qui prouve que ça a été ratifié. On va déposer ça par devant l'OEA. Si c'est l'ONU, on dépose ça par devant l'ONU. C'est ce qu'on appelle le dépositaire du traité. Donc, on dépose les instruments de ratification auprès du dépositaire du traité. Mais un État peut toujours adhérer à un traité qui a déjà été ratifié. C'est pas impossible. À ce moment-là, cet État va faire le dépôt des instruments d'adhésion et toujours auprès du dépositaire du traité. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre ratification et adhésion. Ratification se fait avant l'entrée en vigueur du traité
et l'adhésion se fait après la ratification. C'est juste une différence de temporalité. Mais le principe, c'est le même. On dépose des instruments, c'est-à-dire des documents auprès du dépositaire du traité. Quels sont les organes qui sont habilités à faire l'adoption ou l'authentification d'un traité? Il y a d'abord les chefs d'État, les chefs du gouvernement, les chefs de gouvernement, c'est-à-dire Premier ministre, chancelier allemand, et il y a aussi bien sûr les ministres des Affaires étrangères, les chefs de mission diplomatique ou les représentants accrédités d'un État. Hormis ces organes, personne n'est habilité à exprimer le consentement d'un État à être lié par un traité sans apporter ce qu'on appelle les pleins pouvoirs. C'est-à-dire, voilà, on présente un document qui montre effectivement qu'on a été habilité par cet État-là pour négocier. Donc, si on n'est pas habilité, on ne peut pas négocier. Les seules personnes qui n'ont pas besoin d'habilitation, ce sont les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères, les chefs de mission diplomatique ou les représentants accrédités d'un État. Sinon, toutes les autres personnes doivent produire les pleins pouvoirs avant d'être habilitées à exprimer le consentement d'un État à être lié par un traité. La ratification d'un traité, c'est un processus interne à chaque pays. En Haïti, la ratification d'un traité est de la compétence du Parlement haïtien réuni en Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ce sont les deux branches du Parlement, la Chambre des députés et le Sénat. Et l'Assemblée nationale ne peut ratifier aucun traité comportant des clauses contraires à la Constitution haïtienne. Une fois le traité est ratifié, eh bien, il est publié sous forme de décret dans le journal officiel haïtien Le Moniteur. Et ce traité-là fait partie de la législation haïtienne. Donc, le traité, dans le cadre du droit positif haïtien actuel, a le même statut qu'une loi. C'est une loi, c'est au même niveau qu'une loi. C'est pour ça qu'on dit, une fois publié, le traité fait partie de la législation haïtienne. Donc, c'est une loi. Eh bien, le fait de placer le traité au même niveau que la loi, ça pose deux problèmes majeurs. Donc, c'est vraiment une véritable problématique au regard de la conventionnalité des actes administratifs. Première problématique, ça concerne la conformité d'une loi à un traité. Je sais que c'est un peu technique, alors je vous invite à écouter attentivement. Je vais aller assez lentement pour vous aider à comprendre. Donc, le premier problème que ça se pose, ça concerne la conformité d'une loi à un traité. Imagine qu'il y a un acte administratif, dans l'hypothèse qu'un acte administratif soit conforme à une loi, qui elle-même comporte des dispositions contraires à un traité. Si cette loi a été promulguée après l'entrée en vigueur du traité, de fait, cette loi abroge le traité, puisqu'elle a été promulguée après l'entrée en vigueur du traité. Le juge, dans une telle situation, n'a pas d'autre choix que d'appliquer cette loi, même quand cette loi serait contraire à un traité ratifié par Haïti. Parce que le traité a le même statut qu'une loi, et bien une loi récente, une loi nouvelle abroge le fait d'une loi ancienne. Donc, la loi abroge le traité parce que cette loi a été votée après le traité. Donc, vous voyez le risque lorsque le Parlement vote des lois sans vérifier de là, si cette loi n'a pas des dispositions qui sont contraires au traité ratifié par Haïti, l'administration, surtout dans un imbroglio, parce que l'administration doit appliquer la loi. Mais le problème, Haïti a quand même signé un traité. Et cette loi est contraire à un traité. Le juge, qu'est-ce qu'il fait? Mais le juge applique la loi. Puisque la loi a été votée
ratifié par le Parlement après le traité, donc la loi abroge le traité, ce qui est un non-sens. Deuxième problème, ça concerne, deuxième problématique, la conformité d'une loi à la Constitution. Dans l'hypothèse où un acte administratif soit conforme à la Constitution, qui elle-même comporte des dispositions contraires à un traité, eh bien, le juge doit appliquer la Constitution. Parce que dans la hiérarchie des normes en Haïti, la Constitution est au-dessus des lois. Et pas seulement en Haïti, dans la plupart des pays, c'est comme ça. Donc, le Conseil constitutionnel devra sanctionner ce traité parce que ce traité n'est pas conforme à la Constitution haïtienne. Eh bien, cette problématique de la conventionnalité des actes administratifs au regard de la loi et de la Constitution n'est pas sans conséquence. Quand le fait pour les organes d'un État, en l'occurrence l'administration, de ne pas appliquer un traité qu'il a ratifié, cela entraîne la responsabilité de celui-ci. La souveraineté ne dispense pas l'État du respect de ses engagements internationaux. À titre de comparaison, nous sommes tous libres, des individus libres et égaux en droit. Parce que nous sommes majeurs adultes, nous avons la liberté de signer ou de ne pas signer des accords. Mais si on décide de signer un accord, on ne peut pas après dire je ne respecte pas l'accord parce que je suis libre. Ça n'a aucun sens. C'est justement parce que tu es libre que tu peux librement t'engager à un accord. Mais si tu t'engages, personne ne t'a obligé. Eh bien, il faut respecter l'accord. Mais ce même principe du droit civil est applicable aussi au droit international, c'est applicable aussi au droit public. Si l'État souverain, parce qu'il est souverain, c'est pour ça qu'il peut signer des traités, il ne peut pas après piétiner le traité qu'il a signé. Sinon, l'État n'est plus crédible quand il se comporte comme ça. Après, bon, on sait qu'en droit international, très souvent, c'est la force qui prime. Mais un État faible, comme Haïti par exemple, a intérêt à s'appuyer sur le droit. Parce que entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime. C'est la loi qui a franchi. Il faut toujours jouer la carte de l'égalité. Il faut toujours s'appuyer sur la diplomatie quand on n'a pas de moyens militaires importants. Donc, les États, et on doit défendre ce principe comme Haïtiens, doivent respecter les accords qu'ils ont librement signés, les traités qu'ils ont librement ratifiés. Et en particulier, dans le cadre du droit positif haïtien, il y a une convention qui doit retenir notre attention, c'est la Convention américaine relative aux droits de l'homme, parce que cette convention comporte des dispositions qui sont opposables à Haïti, en particulier à l'administration haïtienne. La Convention américaine relative aux droits de l'homme du 22 novembre 1969 a été ratifiée par Haïti le 14 septembre 1977. Et là, on était encore en pleine dictature. C'était encore l'ex-président Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, qui était encore au pouvoir. C'est pour ça qu'il a fallu attendre plusieurs années, c'est-à-dire le 20 mars 1988, pour que le gouvernement haïtien accepte la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. À l'heure des chats, il faut dire au moins le régime des Duvalier avait l'honnêteté de ne pas reconnaître la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas appliquer ces principes-là. Mais bon, on a dû attendre 20 mars 1988, donc oui, c'est le gouvernement. C'est à ce moment-là, c'est le professeur Lesti Maniga qui était président de la République et le professeur Martial Célestin était premier ministre. Donc, c'est à ce moment-là que le gouvernement haïtien accepta la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, le 20 mars 1988. En 4 mois de pouvoir avant le coup d'État de l'armée contre Bruce Maniga, c'est sans doute l'acte le plus important que le gouvernement Maniga Célestin a posé. C'est sans doute la ratification
la reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Parce qu'on peut ratifier la Convention sans reconnaître la compétence de la Cour, et ça se fait. Donc, il y a des clauses. Quand on ratifie une convention, on peut choisir de ne pas se lier à certaines clauses. Ça se fait. Donc, c'est ce qui s'est passé à Haïti. Quand l'Haïti a ratifié en 77, Haïti n'avait pas encore reconnu la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Quelques années après, le 20 mars 1988, Haïti a enfin reconnu la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Qui peut saisir la CIDH, la Cour interaméricaine des droits de l'homme? C'est d'abord les États partis à la Convention qui peuvent saisir la CIDH. Et c'est aussi la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Donc, un individu, une personne physique ou morale ne peut pas saisir directement la CIDH. On pourrait dire à ce moment-là, eh bien, fini, il n'y a rien à faire. Si on est victime d'un abus, les carottes sont cuites, il n'y a pas de recours. C'est plus complexe que ça. On ne peut pas saisir directement la CIDH. Par contre, on peut envoyer une pétition à la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui elle-même peut saisir la Cour. Donc, ce qu'on peut faire si on a été victime d'une violation grave et systématique de ses droits, on peut envoyer une pétition à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Généralement, ça se fait par des professionnels, on fait appel à un avocat. Mais si on se sent capable de faire ça tout seul, pourquoi pas? Mais en tout cas, on envoie une pétition à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Mais avant, pour que la pétition soit recevable, il y a des étapes à franchir. D'abord, il faut épuiser toutes les voies de recours internes. Donc, vous avez été d'abord au tribunal de première instance, vous avez été en appel, vous avez été en cassation ou par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ensuite en cassation. Donc, toutes les voies de recours internes épuisées. À ce moment-là, vous ou votre ayant droit ou votre avocat, à ce moment-là, vous pouvez envoyer une pétition à la Commission interaméricaine des droits de l'homme, vous préparez votre dossier, les recours, tout et tout, plus la pétition que vous envoyez. Les décisions des différents des tribunaux. On envoie tout ça dans un dossier complet. Les jeunes avocats, écoutez et apprenez. Et si la plainte est fondée, la Cour pourra condamner l'État haïtien à réparer le dommage causé au pétitionnaire. Mais attention, là, nous sommes dans le cadre du droit et des obligations. Donc, pour parler de réparation des dommages, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Donc, si toutes les conditions sont remplies, donc, il y a moyen d'obtenir réparation. Et bien, point d'attention, en particulier aux responsables politiques, à nos responsables politiques, je vais attirer leur attention sur deux points très importants. S'assurer de la conformité des traités à la Constitution avant de les ratifier, en particulier les diplomates, les affaires étrangères et surtout les parlementaires. Il faut s'assurer de la conformité des traités à la Constitution avant de les ratifier. Deuxième point d'attention, ne pas voter des lois qui sont contraires aux traités ratifiés par Haïti. Il y a une manière simple qu'on peut procéder si toutes les institutions sont en place. Eh bien, quand on reçoit le traité, avant de ratifier ça, on envoie par devant le Conseil constitutionnel qui va vérifier si c'est conforme à la Constitution. Quand on va voter une loi, avant de ratifier la loi, on envoie la loi par devant le Conseil constitutionnel ou la Cour supérieure des comptes ou du contentieux administratif qui peut vérifier si cette loi ne comporte pas des dispositions contraires au traité ratifié par Haïti. Donc, vous confiez ça à des institutions de l'État qui sont payées pour ça, qui sont censées avoir des professionnels de haut niveau pour statuer.
Dans l'idéal, il faudrait avoir le Conseil constitutionnel qui est toujours pas en place. Et puis bon, il faudrait une réforme sérieuse de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour que cette Cour puisse jouer un rôle et le rôle que joue le Conseil d'État en France et dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, avant de voter les lois au Parlement, on envoie d'abord la loi pour voir si tout est conforme au traité, si c'est conforme à la Constitution, tout et tout. Donc, respecter ces dispositions, c'est important pour la crédibilité de notre pays sur la scène internationale. Quand on ne respecte pas ces engagements, on n'est pas sérieux, on n'est pas respecté. Donc, veiller à respecter les traités, accords signés par Haïti, eh bien ça, il y va de la crédibilité de notre pays sur la scène internationale. On est assez humilié, ridiculisé. Au moins ce minimum-là, au niveau de la diplomatie du droit, on peut faire preuve de compétence, de rigueur. Et ça ne demande pas beaucoup, ça demande juste du travail. On n'a pas besoin des armes et des grands moyens. Juste faire appel à des gens compétents et demander conseil. Pour aller plus loin, je vous invite à lire sur mon blog ce billet, cet article intitulé La conventionnalité des actes administratifs. Vous pouvez recopier ce lien, mondésir.hypothèse.org/955. Ainsi, vous allez tomber directement sur l'article. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette émission, bien entendu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater parce que vous aurez cette émission cette première saison chaque premier et troisième vendredi du mois. Et encore une fois, je vous encourage à partager ça à toute personne intéressée, notamment à des juristes qui veulent et réviser un peu certaines notions et surtout aux étudiants en droit haïtien en espérant que ça pourra les aider à approfondir certains points de droit administratif et de droit public en général et pourquoi pas élargir leur culture juridique. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine émission sur Thémis Culture.